10 minutes d'avance. Je l'ai su il y a 11 jours déjà. J'ai 10 minutes d'avance car de prime abord, je voulais être à la défense. Donc j'aurais dû commencer à plaider dans 10 minutes. En entendant parler de cette affaire où, me semblait-il, on aurait arrêté un honnête homme, mon envie première était d'être à ses côtés. D'autant plus qu'on l'accuserait de dire la vérité. Pour cette apparente injustice, et je le confesse, une inclination personnelle pour la défense, donc un peu par égoïsme, j'aurais dû représenter les intérêts de l'accusé, dans le cas où, bien sûr, il aurait fait l'honneur de me choisir. Le défendre était mon envie première, en effet, mais cela avant de prendre connaissance des faits. En dépassant les apparences, j'ai su que si je devais être à la défense, je devrais non seulement défendre des méfaits, mais aussi indirectement m'en prendre à quelque chose qui nous protège tous. Car, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, comme nous le verrons plus tard, ce procès va bien plus loin qu'il n'y paraît. Donc, exceptionnellement, et peut-être pour la dernière fois, j'ai décidé de représenter l'accusation. Et je vous montrerai qu'Alceste est coupable d'excès de ce que nous appellerons, dans un premier temps, sa vérité. Avant de rentrer dans les débats, il me paraît nécessaire de faire une parenthèse pour préciser ce que ce procès n'est pas. Ce procès n'est pas celui qui accuse la vérité. Faire cela serait nous passer la corde au cou. Cela serait accuser le procès même dans son principe et tout ce qui concourt, qui participe. Car qu'est-ce qu'un procès équitable, si ce n'est avant tout une recherche de vérité, pour qu'ensuite la justice puisse trancher. Si on voulait ériger la vérité en crime, par la seule organisation en vue de ce procès, nous serions déjà tous coupables, jurés et juges, le ministère public et peut-être même les avocats de la défense, car, contrairement à ce qu'on pense, ils sont parfois de bonne foi. Ma foi, un procès équitable, dans ce cas, nécessairement secret, car hors la loi, serait fomenter une conjuration, ourdir un complot. Cela serait surtout absurde, et c'est ce que ce procès n'est pas. De même, ce procès n'est pas celui qui exprime la voix de l'opinion publique, que la société aime Alceste ou pas, qu'on le critique dans la rue ou dans la presse, cela m'est égal. Je ne peux que être d'accord avec feu depuis peu, maître Paul Lombard, qui nous avertissait. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Chassez-la de nos prétoires, car lorsqu'elle rentre par une porte, la justice sort par l'autre. Tout cela dit, et la parenthèse étant fermée, on peut passer aux choses concrètes, en sachant de façon claire et nette que c'est l'excès d'Alceste qui est l'objet de ce procès. Autrement dit, c'est son manque de proportionnalité, celui de ses actes qui lui est reproché. Si on s'arrêtait aux apparences, on pourrait dire que Alceste respire l'honnêteté, mais on le préfère quand il a le souffle court. Sa franchise, on l'aime quand il la porte comme costume du dimanche, mais non pas de tous les jours. Or, la vérité, il ne se contente pas de la dire, il la milite. Cela ne serait bien sûr pas un problème en soi, mais si seulement il avait des limites. Mais ne dosant rien, sa vérité, là, on déverse partout, par des litres et des litres. On sait qu'une plante, pour pousser, a besoin d'eau, mais si on en verse trop, on l'inonde. De même, une vérité trop claire cesse bientôt d'être une vérité féconde. Alceste, sa vérité, il la répand sans cesse, sans aucun égard au fait qu'elle froisse, sans se soucier qu'il blesse. Quand il s'entête de la sorte, ce n'est pas seulement bête, mais il brise ainsi toutes les conventions. Oui, d'une époque à l'autre, les tendances changent, mais la mesure reste la base de notre civilisation. La vérité qui se veut être une vertu doit tendre vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, même si le terme est très large. Lorsqu'elle est pratiquée sans discernement, elle peut arriver à des résultats contraires au bien, à faire du mal. Et dans ce cas, elle est absurde, elle est un scandale. Nos états de droit l'ont compris, et depuis bien longtemps déjà, chacun a droit à la liberté d'expression. Mais cela n'est pas sans limite, même quand il s'agit de ce qui est, ou de ce qu'on pense être la vérité. Prenez la disposition sanctionnant la diffamation, que le fait qu'on avance soit vrai ou pas, on peut en être reconnu coupable. Encore l'injure, le fait, en émettant une simple opinion dépréciative, donc un jugement de valeur, on peut finir en jugement. De plus, on sait que l'article 261 bis réprime les idées racistes, mais le fait d'exprimer son mépris envers l'autre, parce qu'il est autre justement, noir ou juif, n'est-ce pas là de la franchise? Nous avons ici autant de dispositions que de freins à notre expression, à notre liberté.
des limites à l'expression de ce qu'on pense, de notre vérité, de notre franchise. Mais ces freins servent le bien commun, car sans eux, c'est l'anarchie comprise. La vérité peut être trop brute, trop égoïste. La propager à la façon d'Alceste, ce n'est pas la partager. C'est comme prétendre vouloir faire l'amour, mais ne pas prendre en compte le plaisir de l'autre. Pire, c'est ne pas être dérangé par son déplaisir. En matière physique, on parle à cet égard de viol ou de contraintes sexuelles. Mais puisqu'il s'agit ici de mots d'idées, pourquoi ne pas parler de contraintes intellectuelles? Donc, la vérité, oui, mais il faut mettre des limites. Non pas des limites qui enferment, qui mettent en cage, mais des limites qui protègent. Le choix du niveau de ces limites est guidé par la proportionnalité, qui est un principe de toute société qui veut tendre vers le juste, vers l'équité. Car, trop sain, même à Dieu ne plaît pas. Avancer coûte que coûte, sans égard pour la direction, c'est courir au trépas. On vit en société et nous devons en prendre compte, car la justice serait inutile si nous vivions tous seuls sur une île. Elle ne serait simplement pas. Notre volonté serait notre Dieu et notre loi. Mais nous vivons ensemble, et bien que libres, nous ne pouvons pas faire tout ce que bon nous semble, car nos actes ont des effets, des conséquences. Ne pouvons qu'en avoir conscience. La justice doit sanctionner quand ils sont mauvais, après avoir pesé les intérêts en présence. Comme toute chose, si la vérité est une machine folle, que rien n'arrête, que sur sa route tout trépasse, elle est bonne, ni plus ni moins à mettre à la casse. Dire que cela est faux, c'est être fou. Donc, sous prétexte de vertu, fermons les yeux, avançons, piétinons et détruisons tout. On sait que c'est au nom des plus belles choses et les plus nobles, pour certains l'amour, pour d'autres la religion, qu'il y a des gens qui se croient permis de commettre les pires exactions. Prêchant une vérité absolue, sans égard à la personne en face, sans tenir compte du moment, sans tenir compte des conséquences, qui froissent et qui blessent, Alceste se rend coupable d'excès. De la sorte, ce n'est pas seulement à tout ce qu'il croise qu'il porte atteinte, c'est au fondement même de notre société, à la proportionnalité envers laquelle il n'a aucun égard ni aucune crainte. L'accusation pourrait s'arrêter ici, et cela serait assez pour reconnaître l'accusé coupable. Mais il est encore, et pire, au-delà de son excès, Alceste se rend coupable de 2 aggravantes tenant à son mobile. Commençons par son inclination, que dis-je, sa passion pour la contradiction. En effet, Alceste ne se contente pas seulement de contredire, critiquer et blesser, il le fait à dessein, et qui plus est de façon incessante. Ce qui l'intéresse, c'est de pointer du doigt pour ensuite baisser le pouce. Ce n'est pas la vérité, mais bien la critique pour elle-même, stérile, qui le pousse. En fait, il est conformiste dans l'anticonformisme. Quand on lui parle des avantages des usages, il dit lui-même « Je veux qu'on me distingue, et pour trancher net, l'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. » On peut même dire qu'il aime ne pas être aimé, à l'exception près de Célimène. D'ailleurs, cette dernière, malgré ses défauts, a presque un don pour peindre des portraits par des mots. Et avec ses propos, arrive à démasquer Alceste. « Vous aimez les gens pour leur faire querelle, dit-elle. Ce n'est qu'au mot fâcheux qu'éclate votre ardeur. Et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. » Alors que, à son habitude, il ne manque jamais une occasion pour pester et protester. Ici, sans contredire Célimène, Alceste, par son silence, acquiesce. Et répondant juste après à sa belle qui ne tient qu'à elle, que son chagrin passe, il admet son délit. Pour ceux qui ne le croient pas, c'est dans le livre. Donc, cette soi-disant de vérité n'est qu'un prétexte pour aller à contre-courant, et partant, elle est un mensonge. Alors qu'il dit que la tromperie des hommes l'irrite, il est en fait le pire des hypocrites. Prenant tout et son contraire pour cible, oui, il n'est que hypocrisie. Si la vérité était religion, Alceste serait une hérésie. Ainsi, son motif n'est pas honorable, et il n'a que faire de la franchise. Au contraire, son mobile est égoïste, voulant juste et toujours aller à contresens. Mais ce n'est pas fini, hélas. Mais il y a plus, car blessé, au-delà du fait de vouloir être toujours autre, c'est justement cela qui le pousse. Lui-même dit « Je ne vais épargner personne ». Il veut que sa voix soit comme le glas qui sonne. Après, il invoque comme cause le fait d'être trop blessé, trop triste. Et sous ce prétexte, il veut se faire terroriste. Il ne veut épargner personne, sans distinction, car, comme il disait, il veut être distingué. Par ses critiques, il ne veut pas que les autres s'élèvent. Ce n'est qu'en apparence qu'il veut se faire maître et nous autres
élève. Non, il nous veut à terre, il veut la destruction. Certains disent-ils que j'exagère, que je vais trop loin, que je force les traits du dessin de son portrait. Mais juste après, il dit « Mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. » Donc, c'est la haine qui l'anime. Il ne veut pas presser l'élévation des hommes, mais creuser leur abîme. En parlant de la nature humaine pour laquelle, selon ses mots, il a conçu une effroyable haine, il dit qu'il est général, qu'il hait tous les hommes, et sans exception. Mais hypocrite, animé par la haine ou pas, ça ne change rien au fait qu'il est coupable. Une soupape de sûreté à sa bouche ne serait pas de trop, car lorsqu'il parle, à presque chaque mot, c'est comme si un coupard, trop intelligent pour prétendre ignorer les conséquences, en voulant à chaque fois aller contre les autres, à contresens, il sait qu'il fait mal, il sait qu'il blesse, donc il faut condamner Alceste pour que cela cesse. Je vous remercie, je laisse la place à la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, cher public, chers collègues, j'aimerais pour commencer remercier mon estimé confrère à l'accusation, Maître Coef, de l'excellente description, un peu âpre, il est vrai, que ce dernier a bien voulu faire du caractère d'Alceste. Son propos a, je crois, mis à jour, et ce de manière remarquable, les torts de l'accusé, qui me paraissent légitimes et à ce titre difficilement contestables. Je serais donc bien empêché de m'essayer à le contredire. Bien plutôt ai-je envie, au contraire, d'abonder dans le sens de Maître Coef et de continuer à affirmer avec lui, et sans doute avec vous, mesdames et messieurs, que l'individu Alceste est coupable. On a montré avec brio que ce que sa conduite, ses valeurs, sa Weltanschauung avait d'excessif et de déplacé, voire d'agressif. Et je crois que l'on ne se trompe aucunement si l'on affirme qu'Alceste est ce qu'on appelle un enragé. Personne, je crois, ne démentira ce point. C'est un danger pour ses contemporains. Il met en péril leur crédibilité, leur situation, leurs usages. Il leur parle un langage brutal, fait d'invectives et de reproches. Sa compagnie leur est pénible. C'est un fâcheux, pour reprendre les mots de Célimène. Ce point acquis, je crois que ce serait néanmoins faire grâce à la réputation de cette assemblée et à l'intelligence de ses membres que de se pencher, ne serait-ce qu'un instant, sur les raisons qui motivent Alceste, homme du monde, aristocrate de la meilleure famille, à agir de la sorte. Et peut-être ici mon jugement s'éloignera-t-il de celui de l'accusation. Alceste, on le sait, se conduit donc bien mal. Serait-ce à cause de son foie, comme nous le suggère l'auteur en apposant au titre de sa pièce un sous-titre au final bien racoleur, histoire sans doute de ramener au palais royal tous les petits marquis au teint poudré et à la gorge chaude que sa pièce dénonce au kilomètre? La mélancolie serait-elle la raison pour laquelle il accuse, il dénonce, il juge, il jure, à tout va pour le plus grand plaisir du public qui ne voit en lui qu'un Arnolphe sous amphétamine? On se rit de ses éclats, de ses brusqueries, comme on se rit des pantalonnades d'un Géronte à l'hôtel de Bourgogne. Alceste a un ridicule au geste outrancier à cause de son foie. Je trouve le possédé un peu gros pour ma part, et n'en déplaise aux partisans du vénérable Hippocrate, lorsque j'observe Alceste, il me prend l'envie de relancer l'étiologie de ses troubles, et d'en proposer un diagnostic tout autre. Maladie il y a, mais laquelle? Quelle est donc cette maladie qui transforme l'honnête homme en sauvage, l'insouciant en philosophe, l'ami du genre humain en misanthrope? Une maladie sûrement bien exotique, en vérité, qui pousse le malade à fuir le mensonge, à mépriser les convenances et à piétiner la bienséance. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'excès de bile noire qui acidifie les paroles d'Alceste et alimente sa hargne, qui lui fait voir en ses amis des flatteurs et en ses amantes des courtisanes. Non, le mal d'Alceste est bien plus simple, bien plus ancien, bien plus aigu aussi, que tous ceux que les plus savantes théories des humeurs contemporaines ne sauraient commencer même d'expliquer. Ce mal, mesdames et messieurs, a pour nom l'amour. Ses symptômes s'appellent sincérité, verve et droiture. Si Alceste souffre de quelque chose, c'est en effet bien de cet amour qu'il porte à ceux qui l'entourent. Il souffre de voir son ami Philinte courber l'échine devant les fats, devant le pharisien Oronte, si lâche envers ses propres valeurs qu'il est prêt à se croire poète s'il se trouve quelqu'un prêt à le nommer ainsi. Il souffre de voir son amour, Célimène, galvauder son intelligence et sa féminité dans un jeu de dissimulation de faux semblants qu'il juge indigne d'elle.
Enfin, il souffre de ne pas pouvoir se faire entendre d'eux, d'être le seul à posséder encore le parler vrai, le véritable langage, que tous, sans exception, lui reprochent, mais bien sûr lui envient. S'il est intolérable à leurs yeux, s'il est intolérable aux yeux du public, aux yeux de cette cour, à vos yeux, c'est bien parce que sa parole leur renvoie une image éblouissante, une image terrifiante qu'ils n'osent plus contempler depuis longtemps, celle de leur propre vertu. Alceste est seul dans un monde qui a renoncé aux valeurs qu'il incarne. La sincérité, l'honneur, la grandeur. C'est une vieille âme qui tente désespérément de faire sourdre chez autrui ce qui relève de la noblesse véritable, celle du cœur. Mais il ne l'a peut-être pas encore compris. C'est déjà trop tard. Autour de lui s'est élevée une autre race, celle des commerçants de mœurs, des spécialistes de la transaction morale que Pascal dénonçait déjà si bien dans ses provinciales. Qu'est-ce qu'en effet que le flegme philosophe d'un Philinte, si ce n'est une habile casuistique mondaine, destinée à sortir bien sec de toutes les situations où l'on aurait risqué de mouiller sa vertu en même temps que sa chemise? Et Célimène, n'aurait-elle pas fait elle-même un excellent révérend père jésuite, lorsqu'elle montre avec quelle adresse elle a apprivoisé le langage, lui apprenant l'ambiguïté, l'implicite, le dressant à dire tout en ne disant rien? Alceste, lui, mesdames et messieurs, n'a que mépris pour cet art de la compromission si à la mode qu'il observe chez tous. Cette tiédeur poisseuse et moite comme la main du traître lui fait horreur. C'est qu'il n'est pas du même lignage. Philinte et ses camarades incarnent les valeurs d'une société à genoux, qui se presse chaque matin pour aller assister au petit coucher du monarque, à l'image de Clitandre, dont c'est apparemment la seule obligation aujourd'hui. Une noblesse qui n'a de noble que le nom, prête à s'entre-dévorer pour les quelques restes que son roi daignerait lui jeter de sa table. Alceste, mesdames et messieurs, contre le gravier de Versailles, incarne le sol battu de la place des Vosges, qui voyait l'ancienne noblesse s'affronter en plein jour sous les yeux d'Henri, dans le fracas des armes, et non à la porte de Louis, dans le babil des courtisans. Alceste, c'est le duel. Oronte, c'est le procès. La Bruyère, au crépuscule du grand siècle, méditera cette distinction lorsqu'il s'emploie à relever ce qui, autour de lui, fait défaut avec le plus d'insistance, qu'on me permette de le citer ici. Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu, ils n'ont ni aïeul, ni descendants. Ils composent seuls toute leur race. N'est-ce pas d'Alceste dont on aperçoit ici le portrait? Seul Alceste l'est, bien sûr, plus que quiconque. Il sait que son destin est de partir, de fuir dans un désert l'approche des humains. À ces mots, notre mondanité blessée se rétracte par réflexe, et nous nous accordons pour penser qu'il ne peut s'agir là que des paroles d'un fou prétentieux, à qui la superbe démesurée fait croire qu'il peut se passer des hommes. Mais c'est là bien mal l'entendre, en vérité, au point d'oublier qui sont les loups et qui est la proie. Rappelez-vous ces vers. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge, puisqu'entre humains ainsi vous vivez en vrai loup. Traître, vous ne mourrez de ma vie avec vous. Reconnaître dans cette amertume celui qui se replie parce qu'il aime trop, plutôt que parce qu'il n'aime pas, c'est comprendre Alceste dans tout ce que son caractère a de noble et de tragique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la prétention de défendre Alceste. Je crois qu'Alceste n'a pas besoin d'être défendu. Le défendre de ses propres excès, ce serait nier tout ce qui les motive, et ce faisant, rendre sa parole caduque, renvoyer son discours au néant. Néanmoins, et je crois qu'il serait bon que vous, mesdames et messieurs les juges, gardiez ceci en mémoire lorsque vous rendrez votre verdict. Sachez que condamner Alceste, c'est condamner en même temps son monde, un monde de grandeur, de passion et d'amour. C'est préférer la cohorte des bassesses humaines à la poignée des valeurs immortelles qui font de nous des êtres de cœur et d'esprit. Alceste demande à tous, est-ce de ce monde-ci que vous voulez être? C'est la question que je vous pose, mesdames et messieurs. Préférez-vous, au nom du maintien de l'ordre, du respect des convenances et des hiérarchies, que l'on se résigne à cultiver 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fera jamais un remords, mais seulement une gêne obscure, pour n'avoir pas le plaisir de voir poindre au moins une fois une action
qui soit digne de notre respect et de notre admiration. Laisserez-vous à la porte de ce tribunal l'honnêteté et la droiture qui seuls vous autorisent à vous asseoir ici, à cette même place, et qui vous poussèrent à vouloir un jour vous essayer à rendre la justice des hommes. Honneur et grandeur n'ont besoin que d'être reconnus pour fonder la légitimité des paroles d'Alceste. Et c'est pourquoi je terminerai par ces propres mots. Aucun juge ne sera par moi visité, car je crois avoir pour moi la raison, mon bon droit et l'équité. Je vous remercie. Merci maître pour cette belle intervention. Je ne sais pas si je dois vous appeler maître ou vous appeler par votre nom, étant donné que vous avez renoncé à occuper la position d'avocat. Je ne peux que saluer et approuver le début de votre plaidoirie, dans la mesure où vous avez dit que vous êtes d'accord avec moi. Je ne dirais bien entendu pas le contraire. Ensuite, vous avez dit que vous ne défendriez pas l'accusé. Ici, je trouve tout de même quelque chose à redire, car bien que Alceste soit coupable, je reviendrai sur certains petits points ensuite, nous sommes dans un procès, nous sommes dans la justice, et lorsqu'elle se veut équitable, chaque personne, le pire monstre qui soit, peu importe ce qu'il ait fait, qu'il soit coupable ou non, a le droit à être défendu, a le droit à une défense efficace. Donc, cela me rappelle d'ailleurs une citation d'un philosophe ou un écrivain, je ne sais plus. Il disait: ce serait beau l'avocat qui renonce à défendre son client coupable. Eh bien ici, nous assistons à un événement exceptionnel. L'avocat a renoncé à défendre son client. Toutefois, il y a ici une carence de défense efficace. Donc le problème est que, hélas, je m'en remets à la sagesse de ce tribunal. Peut-être nous devrions tout recommencer. Mais puisque j'ai la parole, on peut, oui, en effet, vous avez raison de ne pas défendre votre client, puisque c'est ce qu'on appelle un accusé facile. L'excès que l'on reproche à Alceste n'est pas seulement manifeste, mais admis et proclamé. Comme on l'a vu, lui-même trahit le fait de toujours vouloir aller à contresens, conformisme dans l'anticonformisme, qu'il est poussé par son envie de se distinguer. Lui-même proclame sa haine pour chaque femme et homme, et sans conflit aucun, il déclare la guerre au genre humain. Mais c'est vrai, la défense a suggéré, donc ne voulant pas plaider sa non-culpabilité, donc l'acquittement, ce qui serait un tout petit peu téméraire, bien entendu, mais elle a suggéré une atténuante, à savoir son amour pour Célimène. Donc, oui, c'est vrai, on aurait pu dire que Alceste, malgré ses critiques incessantes et blessantes, malgré toute sa haine qu'il déverse sans cesse, il a tout de même un sentiment noble qui anime son amour pour Célimène. Mais, attendez, quand on y pense, si cela a un effet sur sa culpabilité, ça ne sera pas de la diminuer, mais plutôt de l'aggraver. En effet, dans une déclaration d'amour des plus particulières, il proclame qu'il voudrait que sa bien-aimée ait été réduite au sort le plus misérable, que du ciel elle n'ait eu rien, ni rang, ni naissance, ni bien. Tout cela pour dire qu'il ait la joie et la gloire de voir tenir tout de son amour. Mais, mesdames et messieurs, est-ce cela l'amour? Vouloir que sa bien-aimée ait eu le pire des sorts, qu'elle était au plus bas, pour qu'ensuite il en sauve, en lui souhaitant le pire pour être son sauveur, pour qu'il soit celui qui la sauve. En fait, il veut être son supérieur. En conséquence, c'est l'envie de domination qui est le corollaire de sa passion. Ainsi, même le sentiment le plus céleste, supposé le plus altruiste, Alceste arrivera à le rompre et corrompre, en le rendant égoïste. Égoïste, son amour l'est dans un second sens aussi. Célimène, hypocrite et coquette qu'elle est l'objet idéal pour que Alceste puisse déverser sa bile. Ce qui l'intéresse chez sa belle, c'est justement ce qu'il lui reproche. C'est ses défauts pour qu'il s'en donne à cœur joie de les pointer du doigt. Si elle était irréprochable, elle ne l'intéresserait simplement pas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Alceste est ainsi assez enfoncé par nous deux. Entre autres choses, je m'arrêterai donc ici, car la justesse de la justice veut que l'accusation se dose. Pour la dureté de la peine, je m'en remets à la sagesse de ce tribunal, mais il faut qu'on freine la propagation de sa haine. Dans le cas contraire, il n'est pas seulement certain qu'il continue, mais je crains que cela empire, car il est encore peu été adouci par son amour pour Célimène, qui sur lui avait un certain empire. Mais maintenant qu'ils ont rompu et qu'il sait que sa belle le trompe, ces mots ne seront plus des balles, mais des bombes.